Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Cet ouvrage vise à faire rencontrer deux champs disciplinaires qui, parfois, se croisent sans se reconnaître. Il s'agit d'une part des sciences de gestion et d'autre part des finances publiques. 2. Les finances publiques sont généralement étudiées au travers des ressources, dépenses et comptes des administrations centrales et locales, Isaiah Spindler, 1986, 1987, 1988. Elles sont appliquées parfois aux politiques sectorielles, Leroy Orsoni 2014, ou abordées en sciences politiques en termes de pouvoir, de conflits d'acteurs, de relations entre gouvernants et citoyens, Bez Ciné 2011. La sociologie leur offre, entre autres, de développer un modèle de régulation et même de démocratie financière, Leroy, 2007. En sciences de gestion, elles sont abordées surtout au regard du principe de bonne gouvernance. Cette posture, même si elle fait des emprunts aux disciplines précitées, constitue une évolution vers une plus grande légitimité des décisions. Elle est discutée depuis le début des années 80 par le mainstream dominant, le New Public Management, NPM, qui critique le modèle bureaucratique de Max Weber, 1921, considéré comme trop rigide et peu réaliste, Huron Spindler 2008. Développé par sédimentation et strates successives, véritable puzzle doctrinal, le NPM a introduit de nouvelles manières de penser l'organisation administrative à partir d'un ensemble hétérogène d'axiomes tirés de théories économiques, de prescriptions issues de savoirs de management, de descriptions de pratiques expérimentées dans des réformes, notamment dans les pays anglo-saxons, et de systématisation produite par des organismes comme l'OCDE. Bezès 2007 page 18. Mais la mise en œuvre de solutions relevant du NPM a souvent conduit à concilier les logiques bureaucratiques et managériales, Mazouz et al. 2015. 3. Christopher Wood, 1991 pp 4 à 5, a été l'un des premiers auteurs à avoir pensé que le NPM était la forme idéale de la nouvelle gestion publique, Lévesque 2013 page 28. De sa réflexion on retiendra les éléments suivants. Des pratiques de management professionnel dans le secteur public, en zone professional management in public sector, où les plus hauts gestionnaires bénéficient d'un contrôle discrétionnaire et d'une grande liberté de gestion bien que soumis à des redditions de comptes conformément aux responsabilités qui leur ont été confiées par les élus. Des normes explicites et des mesures de la performance, explicit standard and measures of performance, ce qui suppose une définition précise des cibles, des objectifs et des indicateurs de succès pour des évaluations quantitatives dans le cadre de la reddition de comptes. L'efficience suppose une vue claire des objectifs. L'accent sur le contrôle des résultats. Greater emphasis on output controls, plutôt que sur les processus et le respect des règles. L'allocation des ressources et l'octroi de récompenses doivent être liés à la mesure de la performance. Un morcellement du secteur public en unités opérationnelles. Shift to disaggregation of units in the public sector, facilement gérable, plus réduite et autonome avec des budgets pour les produits et services à livrer, en vue d'une plus grande efficience. L'introduction d'une plus grande concurrence dans le secteur public, shift to greater competition in public sector, soit entre les unités du secteur public, soit entre les unités du secteur associatif et celles du secteur privé, mise en place d'appels d'offres, de contrats à long terme, etc. La concurrence est ici censée favoriser la réduction des coûts et une plus grande efficacité et efficience. L'introduction des méthodes et outils de gestion du privé, Stress on Private Sector Style of Management Practice, dans le secteur public pour plus de flexibilité et d'initiative, notamment pour l'engagement et la rémunération du personnel, le passage d'une coordination hiérarchique à une coordination misant sur l'horizontalité. L'accent sur la discipline et la parcimonie dans l'utilisation des ressources, Stress on Greater Discipline and Parsimony in Resource Use, faire plus avec moins, résister aux demandes des syndicats, limiter les coûts en conformité avec ceux du privé pour un même service. 4. En fait, il existe un grand nombre de courants au sein du NPM qui n'ont en commun que certains déterminants. Peut-être faudrait-il d'ailleurs parler des nouveaux managements publics. Les définitions et les analyses de ce qui constitue avant tout un puzzle doctrinal s'étoffant et évoluant au fil de sa mise en œuvre se sont elles aussi enrichies et adaptées au fur et à mesure que le NPM se diffusait d'un secteur à un autre, d'un pays à un autre. Bezès, Musselin 2015 pp 128 à 151.
On fait parfois référence à la notion de managérialisme, que l'on peut inscrire dans le courant du NPM, qui n'est autre qu'une idéologie selon laquelle l'utilisation de formules managériales dites rationnelles conduit les organisations à une utilisation plus efficiente de leurs ressources et l'atteinte d'objectifs. Les organisations publiques sont alors gérées et managées selon les modes de fonctionnement de l'entreprise privée, et notamment à travers une rationalisation de l'activité. Gangloff 2009 page 4. Cette définition renvoie aux principales recommandations du NPM, et peut donc être utilisée quand tel ou tel dispositif de politique publique n'est pas identifié comme relevant directement du NPM. Ceci étant, les prescriptions du NPM nous semblent parfois relever du bon sens des enseignements du management des organisations, et non pas d'une imitation systématique des pratiques des entreprises privées. Ce qui est parfois attribué au NPM, c'est la mise en avant de techniques managériales, certes présentes dans les entreprises privées, mais pour certaines aussi dans le secteur public. Plusieurs outils ont d'ailleurs fait leurs preuves dans le public avant d'être adoptés par le privé comme la planification, l'organigramme, etc. 5. La recherche de la performance constitue le modèle le plus ancien du NPM. Il s'appuie sur l'idée que l'efficacité ne peut être atteinte qu'en appliquant les méthodes du secteur privé, allant jusqu'à adhérer à l'idée néolibérale de privatisation des services publics. Dans cette optique, le NPM vise à faire des administrations traditionnelles des organisations orientées vers la performance. De Vischer, Varon 2004 page 149. À la suite des expériences étatiques de rationalisation des choix budgétaires, RCB, les organisations publiques françaises se sont progressivement dotées d'outils de gestion des entreprises privées et ont cherché à se légitimer par la performance. Bartoli, Blatrix, 2015. La fuite en avant des finances publiques, l'exaspération des agents économiques face à des administrations perçues comme peu réactives, le développement des technologies de l'information et de la communication, etc., sont autant d'arguments avancés pour affirmer la nécessité d'un management public performant. Encore faut-il savoir s'entendre sur la mesure de la performance. Knopfel, Varon, 1999, Benzerafa Alila et al., 2016. D'autant qu'il s'agit de l'apprécier au niveau d'institutions administratives, plutôt qu'à celui de l'économie dans son ensemble. 6. Mais la prise en compte de la spécificité des services publics a fait prendre conscience que le marché n'était pas forcément le meilleur moyen pour les gérer. Une variante du NPM a alors mis en avant une gestion axée sur la responsabilisation et la reddition des comptes. Ce souci d'accountability, pour reprendre l'expression des anglo-saxons, a entraîné la départementalisation des organisations publiques en centres de responsabilité et la mise en place d'agences d'évaluation. Naro 2015 page 171. 7. Le modèle de la décentralisation est une autre version du NPM. La flexibilité de l'organisation publique est recherchée dans l'externalisation, qui n'est apparemment plus un tabou. L'externalisation, qui de façon générale est définie comme le fait de sous-traiter une activité à un prestataire externe, peut être envisagée de différentes façons. L'opportunisme, qui fait référence à la théorie des coûts de transaction, Cause 1937, Williamson 1981. L'efficacité, qui renvoie à la théorie de l'agence, Jensen Meckling 1976. La stratégie, éclairée par la théorie des ressources qui indique qu'en raison de la complexité croissante des organisations, ces dernières ont intérêt à se concentrer, après les avoir bien identifiées, sur leurs actifs stratégiques, Brulard 2010. L'externalisation véhiculée par le NPM combine ces différentes approches, Young 2007. 8. Le développement des agences des administrations centrales, la montée en puissance des collectivités locales et d'une manière générale, toutes les entités publiques qui peuvent être destinataires d'un transfert de compétences et ou faire appel à l'externalisation, devront être examinées au regard de cette conception composite. 9. Les réformes observées au niveau de la sphère publique française et dans d'autres pays européens ont été influencées par les différents courants du NPM, même si l'étoile du New Public Management a pâli dans le ciel des idées contemporaines. Bacage-Beauvalet 2016, au point même de parler d'éclipse, Huron 2013. 10. La recherche de la performance,
la quête de la responsabilisation et la question de l'externalisation demeurent néanmoins des dénominateurs communs susceptibles de représenter des critères d'analyse des finances des administrations publiques. Celles-ci sont multiples et ne peuvent qu'être différentes dans la mesure où l'objet de notre réflexion porte sur des organisations complexes, où peuvent coexister deux modèles, celui du maintien de la bureaucratie et celui de la transformation managériale, Mintzberg, 1996. 11. Pour mieux les identifier, on aura recours au système européen des comptes, Union européenne 2013, nationaux et régionaux. Tableau 1. Type d'administration observable au niveau européen. Les administrations publiques centrales, APUC, qui regroupent tous les organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale. Les administrations publiques des États fédérés, APEF, qui réunissent les administrations qui, en qualité d'unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d'administration, à l'exception des administrations de sécurité sociale des États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales. Les administrations publiques locales, APUL, qui rassemblent toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales. Les administrations de sécurité sociale, ASSO, qui englobent toutes les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales. Source: Système européen des comptes SEC 2010, Eurostat, Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013. Le secteur des administrations publiques, APU, comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs et ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Les APU sont subdivisés au niveau européen en 4 sous-secteurs. Tableau 1. 12. Concernant la France, État non fédéré, les APU se décomposent en 3 sous-secteurs. Les APUC, 40,42% du total des dépenses des APU en 2016 qui comprennent l'État stricto sensu, c'est-à-dire l'ensemble des services ministériels, services centraux et unités déconcentrées confondus, et les organismes divers d'administration centrale ODAC. Ce sont environ 800 organismes de statuts variés, souvent des établissements publics à caractère administratif, contrôlés par l'État. Leur champ est proche de celui des opérateurs de l'État. Les administrations publiques locales, APUL, 19,74% des dépenses des APU en 2016 comprennent les collectivités territoriales, les groupements de communes à fiscalité propre et les organismes divers d'administration locale ODAL. Ces derniers sont constitués des établissements publics locaux tels que les centres communaux d'action sociale, les services départementaux d'incendie et de secours, les collèges et les lycées, ainsi que de certains établissements publics nationaux, parcs nationaux, chambres consulaires, agences de l'eau, etc. Les administrations de sécurité sociale ASSO, 46,42% du total des dépenses des APU en 2016, comprennent les régimes d'assurance sociale qui incluent notamment les régimes obligatoires de sécurité sociale de base et complémentaire, l'assurance chômage, la caisse d'amortissement de la dette sociale, CAD, et le fonds de réserve des retraites, les organismes dépendants des assurances sociales, ODASS, à savoir les hôpitaux et les œuvres sociales dotées des apostrophes. Une comptabilité séparée. 13. On peut chiffrer, en ayant recours à la base de données d'Eurostat, les dépenses de l'ensemble des administrations publiques françaises, exprimées en pourcent du PIB et en les comparant à d'autres pays européens, parmi les plus importants en population ou les plus proches géographiquement et culturellement de nous, pour les années 2006 et 2016, tableau 2 à 5. Tableau 2, dépenses totales des administrations publiques en Europe. Royaume-Uni. Source, base de données Eurostat. Extraite le 9 mars 2018. Ces dépenses totales se décomposent de la manière suivante.
Tableau 3 Dépenses administration publique centrale, APUC en Europe. Source Base de données Eurostat. Extraite le 9 mars 2018. Tableau 4 Dépenses administration publique locale, APUL en Europe. Source Base de données Eurostat. Extraite le 9 mars 2018. Tableau 5 Dépenses administration de sécurité sociale, ASSO en Europe. NA. Source Base de données Eurostat. Extraite le 9 mars 2018. 14. Les APU françaises présentent, financièrement parlant, une situation très contrastée. Leur très haut niveau de dépenses s'explique avant tout par celui des ASSO. Concernant les APUC, si on compare leurs dépenses à celles des pays comparables non fédérés, à savoir l'Italie et le Royaume-Uni, on constate une stabilité et un niveau nettement inférieur, même au regard de la moyenne des 28 pays de l'Union européenne. Par contre, pour ce qui est des APUL, la France ne semble pas avoir pu maîtriser totalement leurs dépenses, contrairement à ce qui semble avoir été possible dans les autres pays ayant une même structure administrative. Enfin, pour les ASSO, le niveau des dépenses est largement supérieur à celui de tous les autres pays. La question qui pourrait se poser est bien sûr de savoir dans quelle mesure les dispositifs inspirés par le NPM ont pu contribuer à faire émerger des situations aussi différentes. Il ne sera pas possible de répondre à une telle interrogation tant les pays présentent des différences historiques, culturelles, institutionnelles. 15. Cet ouvrage a donc pour objet de fournir une analyse critique du NPM appliqué aux finances publiques et à diverses administrations. Il sera question du bon et du mauvais NPM. À cette fin, il reviendra sur les réformes passées sans remonter aux prémices de l'invention de la gestion des finances publiques, Bezès et al., 2010, et présente des services publics français et tentera d'évaluer, après les avoir identifiés, leurs impacts sur l'évolution des finances publiques au regard des principaux indicateurs du NPM. La recherche de la performance, le développement de la responsabilisation et le recours à l'externalisation. Ces 3 marqueurs seront étudiés en soulignant les résultats obtenus, positifs et négatifs, les difficultés rencontrées et les questionnements engendrés par les réformes mises en œuvre. Le lien entre management et finances publiques est l'originalité de l'ouvrage. Il s'intéresse évidemment aux réformes administratives mais par le seul biais des nouvelles gestions budgétaires, en faisant appel, le plus souvent possible, au texte fondateur. 16. Seront intégrés, à la fin de chaque chapitre sous la forme d'une section, quelques éléments de réflexion centrés sur les finances publiques, pour les pays européens dont on a évalué supra le montant des dépenses de leurs administrations. Ils contribueront à alimenter les chapitres conclusifs et de discussion, placés à la fin de chaque partie. Les rapprochements entre pays seront très limités dans la mesure où l'évaluation de la réalité des changements est nécessairement impressionniste et subjective, donc conditionnée par des présupposés plus ou moins conscients et la plus ou moins grande connaissance que l'on a des différentes périodes ou pays pris en compte. Ziller, 2003, page 68, et que l'appel au marché s'est effectué dans des contextes très différents. Réunification pour l'Allemagne, sortie de crise pour L'. Espagne et l'Italie, idéologique pour le Royaume-Uni. Partie 1, la recherche de la performance. Le terme performance est issu de l'ancien français parformer, qui renvoyait aux notions d'accomplissement, de réalisation, d'achèvement. Cette expression est devenue un verbe dans le monde anglo-saxon to perform, qui signifie accomplir, et souvent dans le sens d'une action singulière dans l'intérêt de tous. Aussi, il ne faut pas que la performance se réduise à quelques indicateurs, elle doit garantir le lien social, Spindler 2013. 18. La recherche de la performance est devenue le leitmotiv de la plupart des organisations privées et publiques. Elle peut se résumer en ces quelques mots simples: faire toujours plus et mieux avec autant voire moins de ressources humaines et ou financières. 19. Christopher Wood, 1991, qui, comme rappelé en introduction, a été l'un des premiers à formaliser ce qu'était le NPM, a fait observer que ce courant de réflexion était dominé par la quête de normes et d'indicateurs de mesure de la performance,
Explicit Standard and Measures of Performance, impliquant un meilleur contrôle des résultats. Greater Emphasis on Output Controls, et donc un recours quasi systématique aux méthodes de gestion du secteur privé, Stress on Private Sector Style of Management Practice. 20. La performance est devenue quasiment universelle, à partir du moment où elle a été intégrée dans les systèmes totalitaires. Est-il besoin de rappeler la formule mémorable de l'ancien Premier ministre chinois, Deng Xiaoping ? Qu'importe la couleur du chat, ce qui compte c'est qu'il attrape les souris. Comment s'est manifestée cette recherche de performance dans les administrations publiques françaises ? Nous allons essayer de l'apprécier, en tenant compte de ce que l'on peut observer au niveau d'autres pays européens. Il ne s'agira pas alors de faire des comparaisons, mais simplement des rapprochements tant les caractéristiques administratives sont différentes d'un pays à un autre. 21. La recherche de la performance dans les administrations françaises n'est pas un sujet nouveau. Elle recoupe souvent la réforme de l'État, expression qui est apparue dans les années 1930 pour désigner des changements importants dans certaines institutions. Plus tard, avec l'émergence du NPM instaurant les notions de performance et notamment d'efficacité et d'efficience au cœur du projet de changement pour les organisations publiques, Chapeau, Pupion 2013b page 2, cette recherche de performance a pu prendre différents visages. Il en est ainsi pour les actions à conduire pour réduire le montant des dépenses publiques, mais aussi améliorer le fonctionnement des administrations centrales, locales et sociales, quitte à les amener, tout particulièrement pour l'État, à se délester d'un certain nombre de prérogatives au profit d'agences, d'autorités administratives indépendantes, voire d'autorités publiques indépendantes. Chapitre 1 – La performance des administrations publiques centrales, APUC. 22. C'est avec le rapport de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'État présidé par Jean Pic, 1995, de mai 1994, que l'on est passé d'une réforme administrative à une vraie réforme de l'État et de ses organismes divers d'administration centrale, ODAC, avec une redéfinition de leurs responsabilités et de leurs missions. Section 1. Un État réformé pour plus de performance. 23. Ces dernières années, la réforme de l'État semble s'être inscrite dans la ligne des réformes inspirées par le NPM qui a profondément modifié le paysage administratif dans la plupart des pays depuis les années 1980. De nombreuses mesures se sont succédé, transformant par touches successives l'administration publique centrale, en cherchant à la rendre plus performante. Sans être nullement exhaustif, nous allons examiner un certain nombre de dispositions, tableau 6. Tableau 6, dispositif de réforme de l'État français. Source, les auteurs. 1. Arrêté du 13 mai 1968 et décret du 25 novembre 1970. 24. Les expériences dans les années 1960, de rationalisation des choix budgétaires, RCB, ont constitué la toute première tentative systématique et cohérente de transposition au secteur public des techniques de management en vigueur dans les grandes entreprises privées. C'est à cette époque que, reprenant les enseignements du système américain du PPBS, Planning, Programming, Budgeting, System, mis en place au département de la Défense, le ministère des Armées a engagé l'opération 3 Petabytes. Planification, programmation et préparation du budget, Andréani 1968. C'est ensuite au ministère de l'Équipement qu'ont été mises au point des méthodes de programmation des investissements routiers. Enfin, c'est au ministère de l'Économie et des Finances qu'a été lancée en 1968 l'opération RCB, sous la forme d'une mission spéciale chargée d'expérimenter une méthode tendant à la rationalisation des choix budgétaires et au contrôle des résultats de l'action administrative par des études d'analyse de système et de coût-efficacité. Philippe Huette, responsable de l'équipe constituée à cette fin, estimait que par un revirement complet des perspectives et des méthodes de l'action publique, par l'utilisation des techniques de calcul formelles et mécaniques offertes grâce au développement des ordinateurs, par la modification des mentalités et des relations administratives qu'elle implique, la RCB ouvre au gouvernement qui la pratique et à l'administration qui l'applique, la perspective de résoudre efficacement à la fois ces problèmes d'économie, d'organisation et d'. Information ensemble posée, Bourdin 2001 page 61.
25. En 1970, c'est l'ensemble de l'administration qui a été concerné grâce à la création d'une commission interministérielle de RCB, avec l'objectif d'élaborer une procédure budgétaire permettant des décisions et des arbitrages rationnels. Sa méthode reposait sur 3 volets. Étude des fins de l'organisme observé, examen des moyens d'action de l'organisme et recherche de la meilleure adéquation des moyens aux fins. Une fois le problème identifié, les étapes successives de la démarche étaient les études, confrontation des objectifs et des programmes existants pour évaluer les différentes options possibles. La décision, choix d'objectifs et de programmes. Le plan stratégique définit les objectifs à long terme. Ces derniers sont traduits dans des programmes pluriannuels, entraînant les prises de décision en termes de budget, moyens, réglementation et organisation. L'exécution, mise en œuvre du programme établi en vue d'une gestion par objectif. Le contrôle et l'information, mesure des effets de l'exécution, susceptibles d'entraîner une réévaluation des options et un réajustement des programmes. 26. La RCB française, comme le PPBS américain, ne regroupait pas les ingrédients d'une réforme contraignante. La volonté de réformer, telle que le souhaitait la direction du budget, la direction de la prévision et le commissariat général du plan, différentes instances animées par des ingénieurs économistes peut-être un peu trop portés vers le calcul économique. Lévy-Lambert, Guillaume, 1971, s'est désagrégé avec le temps. La prédominance d'une vision tutélaire de la dépense publique par le ministère des Finances a sans doute freiné l'instauration d'une démarche de partenariat avec les ministères dépensiers, objectifs des politiques, indicateurs, ainsi qu'avec le Parlement. La RCB n'a pas remis en cause la présentation des lois de finances, telles qu'elles résultaient de l'ordonnance de 1959. La rationalité managériale n'a pas pu supplanter la rationalité juridique. Perret 2006. Loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire de 1997 à 2002. 27. C'est à partir de 1997 que les premières réductions significatives du nombre de fonctionnaires sont apparues dans la fonction publique de l'État. La loi de programmation militaire 1997 à 2002 a organisé le passage d'une armée mixte, dans laquelle la conscription tenait une place essentielle, à une armée entièrement professionnalisée. Ainsi, en l'espace de 6 années, les armées ont dû édifier un nouveau système d'hommes, numériquement plus réduit, mais constitué quasi exclusivement de militaires professionnels, en passant d'un effectif de 548 508 à 440 206 hommes. La loi de programmation suivante, 2003 à 2008, devait faire remonter les effectifs en les faisant passer de 437 069 à 446 653 individus. En annexe à cette loi, un rapport précisait les facteurs d'efficacité de la politique de défense. Il y était fait référence au développement de facteurs d'efficacité, parmi lesquels on peut noter la rationalisation et la transparence des modes de gestion. Ces derniers devaient être rationalisés et modernisés, en accompagnement du mouvement de réforme de l'État. Le pilotage par contrôle de gestion sera généralisé à l'ensemble du ministère. La démarche qualité dans la conduite et la réalisation des programmes d'armement sera poursuivie. Cet ensemble de mesures concrètes doit rendre plus claire et plus lisible la répartition et l'utilisation des crédits alloués à la défense dans le cadre de la mise en place de la loi organique sur les lois de finances. 28. La recherche de la performance explique peut-être que les lois de finances qui se sont succédées entre 2003 et 2008 n'ont pas respecté la loi de programmation. Les effectifs ont diminué de 3% pour l'armée de terre, de 5% pour la marine et de 8% pour l'armée de l'air. En 2009, pour l'ensemble de la défense, les effectifs étaient de 313 400 agents. Ils devraient s'élever à 242 279 en 2019, à moins que le projet de loi de programmation militaire 2019 à 2025 mette fin à la tendance à la baisse de ces dernières années, si l'on en croit les annonces de progression des effectifs à hauteur de 6 000 postes. De toute façon, il semble difficile pour conserver une armée pleinement opérationnelle de ne pas avoir recours à l'externalisation. Giscard d'Estaing, Cazeneuve, 2011. 3.
Loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF. 29. Les rédacteurs de la LOLF semblent avoir tiré les leçons de l'échec de la RCB, souvent ressenti comme imposé par les technocrates. À cet égard, ils ont laissé l'initiative de la réforme aux parlementaires, afin que le processus soit plus démocratique et fasse plus consensus. C'est en cela que la LOLF a plus de chances de réussite que la défunte RCB. Paul 2010 page 73. 30. Promulguée le 1er août 2001 et entrée en pleine application le 1er janvier 2006, la LOLF a eu deux objectifs. Mieux assurer l'exercice budgétaire du Parlement et permettre une amélioration de la gestion publique et au-delà, décliner le culte de la performance à la presque totalité de nos finances publiques, Calmette, 2006, page 50. 31. La notion de performance, qui est au cœur des politiques publiques inspirées par le New Public Management, Chapeau, Pupion 2013a, page 1, apparaît dans au moins 4 articles de la LOLF. Article 1. Les lois de finances tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent. Article 7a 2 degrés. Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auxquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus en faisant l'objet d'une évaluation. Article 51. Sont joints au projet de loi de finances de l'année, 5 degrés des annexes explicatives, accompagnés du projet annuel de performance de chaque programme précisant a. La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié. Article 54. Sont joints au projet de loi de règlement, 4 degrés les rapports annuels de performance, faisant connaître par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement. A. Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. Mais aucun de ces articles ne précise comment on peut mesurer la performance. Or, si les organisations publiques réalisent le plus souvent une mission en distribuant un produit qui ne peut être que défini que de façon abstraite, il est extrêmement difficile de mesurer le volume d'activité et donc de définir des coûts. Châtelain-Ponroy, Cellier, 2005, page 9, et en conséquence, d'estimer la performance de ces institutions. 32. La LOLF a tenté de pallier l'un des écueils majeurs de l'ordonnance de 1959, à savoir une culture budgétaire orientée vers les moyens plutôt que vers une logique de résultat. Le projet de budget, ou loi de finances initiale, inclut chaque année une prévision de solde budgétaire pour l'année à venir. 33. Ainsi, les gestionnaires sont depuis tenus de rendre des comptes sur l'efficacité de l'utilisation des crédits qui leur ont été attribués. La loi organique instaure des projets annuels de performance, PAP, qui présentent les actions des différentes administrations pour l'année à venir. L'évaluation des objectifs se fait l'année suivante, dans les rapports annuels de performance, RAP. Les PAP figurent dans les missions du budget de l'État qui sont annexées au projet de loi de finances, PLF, et les RAP sont joints au projet de loi de règlement, PLR. Les RAP présentent donc les résultats des administrations au regard des engagements pris lors du vote de la loi de finances initiale. Ils permettent notamment d'évaluer l'amélioration de la performance en comparant, ex post, les résultats au regard des prévisions retenues dans les PAP figurant dans les bleus budgétaires par mission. 34. À titre d'exemple, on trouvera ci-dessous un extrait du bleu budgétaire de la mission Direction de l'action du gouvernement, annexé au PLF 2018, pour le programme 129 Coordination du travail gouvernemental, Direction du budget 2017F, PP20 et S. La stratégie de performance du programme s'articule autour de 7 objectifs qui traduisent la diversité du champ d'application des missions dévolues au service du Premier ministre et les enjeux de modernisation qui les concernent, tableau 7. Favoriser l'adoption dans les meilleurs délais des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes. Améliorer l'information du citoyen sur les actions du gouvernement. Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies.
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue. Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État. Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers. Optimiser le coût et la gestion des fonctions support. Tableau 7, exemple d'objectifs et d'indicateurs de performance pour le programme 129. SGMAP. Source, Direction du budget de 017F PP20 et S. 35. Le tableau ci-dessus développe 17 indicateurs de performance pour le seul programme Coordination du travail gouvernemental. Au total, le PLF 2018 comporte 736 indicateurs, soit 15 indicateurs de moins qu'au PLF 2017. N'est-ce pas encore trop? Peut-on gérer raisonnablement une telle quantité d'informations? Le dispositif mesure l'évolution dans le temps de la performance en présentant d'une part les réalisations et d'autre part les prévisions. De Gron 2017. Ainsi, à chaque indicateur utilisé dans le cadre du PLF de l'année N est associée une valeur cible à atteindre. Les données de réalisation des années N1 et N2 devant permettre d'apprécier la trajectoire de réalisation des objectifs. 36. L'indicateur 2.1, niveau d'information sur l'action du gouvernement du point de vue du citoyen, comprend un nombre d'informations étalées sur 5 ans, tableau 8. Tableau 8, exemple d'indicateur. Niveau d'information sur l'action du gouvernement. Source, Direction du budget de 017F. 37. On observe au passage que cet indicateur, comme bien d'autres d'ailleurs, se décompose en deux sous-indicateurs. 38. S'il est difficile de se retrouver dans l'ensemble de tous les indicateurs, Direction du budget 2017A, créés non par la LOLF mais par ceux qui ont eu pour mission de la mettre en pratique, il faut reconnaître que cette loi a mis fin à une fragmentation excessive du budget de l'État qui n'incitait pas à sortir d'une approche quantitative de la dépense et responsabilisait peu les gestionnaires publics. C'est ainsi qu'une nouvelle architecture budgétaire par destination des dépenses a été mise en place, Mordac, 2007. L'article 7 de la LOLF a posé les bases d'une nouvelle structure budgétaire pour mieux suivre l'action publique. Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'État sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. I2 un programme. 39. La LOLF a eu pour effet d'amener les ministères à se moderniser. En réponse à leurs besoins de pilotage et d'assistance, il a été décidé de rattacher la réforme de l'État au ministère du Budget en créant, 2005, une Direction générale de la modernisation de l'État, DGME. 40. Il faut dire que la réforme de l'organisation de la fonction publique était d'une grande actualité au début des années 2000, notamment à la suite du rapport du Conseil d'État pour l'année 2003, qui, dans sa partie consacrée aux perspectives pour la fonction publique, admettait que la capacité concurrentielle de la France dépendait autant de la performance de ses services publics que de la maîtrise de l'évolution des dépenses publiques. Conseil des apostrophes. État 2002. Dans le même sens, les experts du Conseil d'analyse économique déclaraient un peu plus tard qu'il fallait se préoccuper désormais de l'efficacité de la dépense publique, mais soulignaient que l'indépendance et la crédibilité des évaluateurs étaient fondamentales, ce qui exigeait l'absence de conflits d'intérêts caractérisés et suscitait une méfiance à l'égard d'instances centralisées bénéficiant d'un monopole. Bureau Mougeot 2007 page 5. 41. Après quelques années de mise en œuvre de la LOLF, des progrès ont été faits, mais certaines difficultés demeurent tout particulièrement sur le plan comptable. 42. La LOLF a prévu la certification des comptes. La primauté longtemps donnée à la régularité et aux moyens de la dépense publique a laissé la place à la performance. Morin, 2006. L'attention se porte donc de plus en plus sur la loi de règlement qui constitue la reddition des comptes, et par là même la réalité budgétaire. 43. C'est dans cette logique que l'État a présenté pour la première fois, le 29 mai 2007, de nouveaux documents financiers. Un bilan, un compte de résultat,
un tableau de flux de trésorerie qui permet d'identifier ses besoins de financement et une annexe détaillant notamment ses engagements en matière de retraite. 44. Depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, la Cour des comptes dispose d'un nouveau pouvoir, celui de certification des comptes de l'État. À la manière des commissaires aux comptes qui auditent les bilans des entreprises, les magistrats de la Cour sont chargés de certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et patrimoniale de l'État à la fin de l'exercice. Plusieurs options s'offrent à la Cour allant de la certification sans réserve au refus de certifier, en passant par le constat de l'impossibilité de certifier ou la certification avec réserve. C'est cette dernière solution qui est généralement retenue, en soulignant qu'elle est la plus juste, la plus pédagogique et la plus stimulante. Huron et al., 2007 page 136. De ce point de vue, la crédibilité du budget de l'État français est, du moins sur le plan juridique, supérieure à celle de certains de nos voisins. 45. Plusieurs années après le lancement de cette importante réforme, le bilan est assez contrasté. L'utilisation de cette comptabilité d'État a été jugée très insuffisante par la Cour des comptes. En effet, le gouvernement et le Parlement ont surtout recours à la comptabilité budgétaire, décrivant des flux de caisse. Aussi, faute d'être suffisamment exploitée, la comptabilité générale a peu fait évoluer les pratiques de gestion administrative, et sa capacité à accompagner le rétablissement des comptes publics n'est pas apparue évidente, observent les magistrats de la Cour. Ces derniers ont appelé en conséquence à ouvrir une nouvelle phase, afin que la comptabilité puisse contribuer à la modernisation de la gestion publique, en introduisant dans les ministères cette méthode gestionnaire, afin qu'ils puissent mieux piloter leur périmètre. En conséquence, l'État doit veiller à réduire les coûts de tenue de sa comptabilité générale afin de gagner en efficience tout en développant les usages propres à en améliorer l'efficacité. Cour des comptes 2016A, page 99. 46. Ce rapprochement de la comptabilité de l'État de celle des entreprises, qui impose une certification équivalente, a exercé des effets positifs sur la gestion publique, Orsoni 2016, mais semble encore poser de nombreux problèmes, que l'on retrouve dans tous les pays qui se sont lancés dans une telle réforme. Ainsi, par exemple, les immobilisations et les stocks sont encore imparfaitement recensés et comptabilisés, surtout au sein du ministère de la Défense. Les dettes et provisions ne sont toujours pas parfaitement estimées, en particulier pour les retraites des fonctionnaires, etc. 4. Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 47. Le régime des retraites de la fonction publique d'État mais aussi territoriale et hospitalière a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, titre 3, en alignant la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé. Les fonctionnaires sont passés progressivement de 37,5 années de cotisation à 40 ans. Depuis 2006, en application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, des objectifs et indicateurs de performance ont été mis en place pour, d'une part, maîtriser le coût de gestion des retraites et d'autre part, optimiser la prévision des dépenses et recettes qu'elles engendrent. Ainsi, une convention d'objectifs et de gestion, COG, a été conclue entre l'État et les organismes gestionnaires pour déterminer les objectifs pluriannuels, les moyens mobilisés pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires. La première convention a été signée le 27 juin 2006. La deuxième a été validée le 29 novembre 2010, pour couvrir la période 2011 à 2015. La troisième COG, couvrant les années 2014 à 2017, a consolidé les acquis de la précédente COG notamment au regard des objectifs de qualité de service et de performance assignés aux services gestionnaires. Elle a prévu les moyens budgétaires afférents permettant d'assurer une gestion performante et efficiente du régime. Direction du budget, 2017 grammes, page 37. 5. Communication en Conseil des ministres du 20 juin 2007 relative à la RGPP. 48. La Révision générale des politiques publiques, RGPP, lancée en 2007, a participé à la réduction du nombre de fonctionnaires en relation avec les départs à la retraite.
Elle comportait notamment le principe du non-remplacement d'un fonctionnaire de l'État, sur 2 partant à la retraite entre 2009 et 2011. Un gain de productivité de 4 à 5% de l'administration centrale en était attendu. Une partie des économies ainsi réalisées devait être redistribuée aux fonctionnaires. 49. L'objectif de la RGPP était de remettre à plat l'ensemble des missions de l'État pour l'adapter aux besoins des citoyens, au moyen d'audits passant en revue les politiques publiques dans tous les ministères, le RUN 2016 page 51. À l'issue de ce processus, des propositions de réforme ont été faites dans le sens d'une réduction des dépenses de l'État et de l'amélioration de l'efficacité des politiques. 50. 3 directions ont été privilégiées, avec la réorganisation des administrations centrales et des services déconcentrés, refonte de la carte militaire et de la carte judiciaire, création des agences régionales de santé, réorganisation de l'administration territoriale de l'État, RE_ATE, réorganisation du réseau des ambassades et des consulats. L'allègement des procédures administratives, exemple, guichet fiscal unique pour les contribuables. La rationalisation de la gestion des administrations, gestion immobilière et achat de l'État, rationalisation des fonctions support au sein des ministères. 51. La RGPP a conduit à fusionner de nombreux services et donc à réduire le nombre de fonctionnaires. À titre de compensation, une loi a été votée sur la mobilité des agents d'État pour les amener à jouer le jeu des suppressions de postes et des réorganisations. Des primes à la performance ont été également établies pour les cadres supérieurs en attendant d'être généralisées à l'ensemble des personnels. 52. De 2008 à 2012, la RGPP a fait sentir ses effets. Réduction drastique des effectifs, réorganisation des processus de décision et réorientation des missions. Parallèlement, la RE_ATE a eu pour conséquence l'émergence de nouveaux pôles administratifs aux côtés des préfectures, tout en provoquant la montée en puissance de l'échelon régional. Plus largement encore, les progrès techniques et scientifiques toujours plus rapides ont amené à s'interroger sur les méthodes de travail au sein des services préfectoraux, avec pour objectif de nouveaux gains de productivité, couplés à une amélioration espérée des conditions de travail pour les agents. 53. L'accumulation de ces mesures dépasse en portée tout ce qui a été fait depuis le milieu des années 1980, dans la mesure où elle a conduit à modifier la structure même du modèle administratif autour d'une idée finalement assez simple, à savoir que les fonctionnaires doivent perdre leur spécificité professionnelle et sociale. 54. Entre 2007 à 2012, la réforme de la fonction publique a pris plusieurs directions. Réflexion sur le statut, le mode de recrutement par concours, la mobilité vers le secteur privé, la réforme du dialogue social et la rémunération au mérite. 6. Décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonction et de résultat. 55. Si les primes de performance sont très répandues dans le secteur privé, les différents gouvernements, sous la pression des syndicats, ont toujours été réticents quant à l'introduction réelle de ce genre de pratiques incitatives dans la fonction publique. Pourtant, les exemples étrangers, notamment en Nouvelle-Zélande, démontraient l'effet positif de la gestion salariale par la performance sur l'efficacité des services publics. Certains travaux de suivi de la mise en place de la LOLF ont fait référence à ce pays, et notamment à l'Employment Contract Act. Cette loi n'a pas aboli le statut de la fonction publique, mais a permis à chaque fonctionnaire de renoncer à son statut pour choisir une contractualisation de type droit privé avec un contrat basé sur des objectifs et une évaluation de sa performance. À ce contrat a été attachée une rémunération en fonction des performances, c'est-à-dire une majoration salariale pour l'agent qui renonce à la garantie de l'emploi et accepte de relever des prud'hommes pour d'éventuels litiges liés à l'exécution de son contrat de travail, Arthuis 2003. 56. C'est un peu dans cet esprit, mais sans aller aussi loin, que le décret du 22 décembre 2008 a créé la prime de fonction et de résultat, PFR. 57. La PFR était constituée de 2 parts. La première tenait compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des contraintes spéciales liées aux fonctions exercées.
La seconde était liée aux performances individuelles mesurées par l'atteinte ou non d'objectifs fixés par l'agent. 58. Ce complément de rémunération comportait donc une part variable individuelle, fonction des résultats des agents, qui pouvait atteindre théoriquement 40% de son montant. La PFR était, du moins dans son principe, une véritable prime à la performance, qui, il faut le souligner, était loin de faire l'unanimité dans les travaux conduits en la matière, Bacage-Beauvalet 2011. 7. Décret du 30 octobre 2012 portant création du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, SGMAP. 59. La RGPP a officiellement pris fin avec le changement de majorité politique en 2012. Toutefois, la volonté de réformer l'État s'est poursuivie avec la modernisation de l'action publique, MAP, qui a remplacé la RGPP. C'est le décret du 30 octobre 2012 qui a créé le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, SGMAP, lequel a été chargé de conduire la MAP. Le SGMAP a regroupé l'ancienne DGME, devenue Direction interministérielle pour l'accompagnement des transformations publiques, DIA, et la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, DICI. Ce secrétariat a pris également en charge la coordination interministérielle de la réforme des services déconcentrés de l'État, ainsi que la mission chargée de faciliter la mise à disposition des données publiques, mission dite Étalab. L'ensemble a été placé sous l'autorité du Premier ministre, traduisant par là même la volonté politique de faire de la réforme de l'État un chantier interministériel, alors qu'auparavant celle-ci relevait du ministère du Budget. Un comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, CIMAP, présidé par le Premier ministre, réunit chaque trimestre tous les ministres ainsi que le ministre délégué au budget. 60. On se demandera toutefois si dans les faits la MAP, comme la RGPP, n'a pas cherché davantage à réduire le montant des dépenses publiques qu'à accroître la performance du secteur public. Ainsi, par exemple, on peut s'interroger sur la pertinence de la décision du comité interministériel pour la MAP du 2 avril 2013 qui a supprimé la commission des comptes du tourisme. Qui, faut-il le rappeler, est l'un des tout premiers secteurs de l'économie française, et qui surtout ne peut pas et ne doit pas être confondu avec les autres unités de production. En matière de tourisme, la concurrence ne se limite pas à celle des entreprises, elle s'étend à celle des destinations, c'est-à-dire à tout un ensemble d'éléments qui vont des infrastructures de communication à la qualité de l'environnement, en passant par l'image d'un pays ou d'une région. 8. Décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dit décret GBCP. 61. Ce décret a actualisé le Règlement général de la comptabilité publique de 1962 et édicté, outre les règles afférentes pour la sphère publique à la gestion comptable, l'ensemble des dispositions relatives à la gestion budgétaire. Il unifie également les principes de gestion budgétaire et comptable pour les établissements publics et permet d'améliorer leur pilotage. 62. Ce passage à une nouvelle comptabilité interne a marqué un changement important de culture pour les opérateurs. Ainsi, pour ne donner qu'un seul exemple, si l'on retrouve les ordonnateurs classiques, un certain nombre de nouveaux gestionnaires sont apparus pour tenir compte de l'architecture budgétaire introduite par la LOLF, mission, programme, action. Chaque programme est chapeauté par un directeur qui dispose d'une grande liberté dans la gestion de ses moyens pour atteindre les objectifs sur lesquels il s'est engagé à travers le projet annuel de performance, PAP. Chaque programme est subdivisé en budgets opérationnels de programme, BOP, qui correspondent le plus souvent au découpage territorial du programme. À la tête du BOP est nommé un responsable qui s'engage vis-à-vis de son directeur de programme. Il gère librement lui aussi une enveloppe de crédit globalisée et s'engage sur des objectifs opérationnels à atteindre. Il répartit les moyens dont il dispose entre les différentes unités opérationnelles, UO, qui mettent en place les activités définies dans le BOP. Chacune de ces UO est, elle également, gérée par un responsable. 63. Le responsable de programme établit le projet annuel de performance, PAP. Il définit le périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles, et en désigne les répondants.
En liaison avec les responsables des BOP, il établit la programmation de la gestion. Il décline les objectifs de performance au niveau du budget opérationnel de programme. Le responsable de BOP propose au directeur de programme la programmation des crédits et des emplois du BOP. Il arrête la répartition des crédits du BOP entre les unités opérationnelles, UO, et met ces crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emploi à la disposition de leurs bénéficiaires. Il rend compte, au directeur de programme, de l'exécution du BOP ainsi que des résultats obtenus. 64. Il est certain que ce décret renforce l'efficience de l'action publique, GLU, 2013, d'autant qu'il ne porte pas que sur l'aspect budgétaire de la gestion publique mais aussi sur sa dimension comptable. Avec le texte du 7 novembre 2012, la comptabilité publique ne se limite pas à la reddition des comptes, elle donne des informations utiles aux gestionnaires. Elle permet de savoir s'il faut acheter, louer, sous-traiter le parc ou la maintenance informatique. Fliso 2014 page 175. D'ailleurs, le décret définit dans son article 53 la comptabilité publique comme un système de l'information financière qui permet de saisir, de classer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie, afin d'établir des comptes réguliers et sincères, de présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice, de contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu'à l'évaluation de leur performance. La comptabilité d'analyse des coûts a pour objet, selon l'article 165 du décret, d'informer le Parlement dans le cadre des projets des rapports annuels de performance, de l'ensemble des moyens alloués directement ou indirectement à la réalisation de chacune des actions des programmes. 65. C'est à partir de 2012, dans la logique du décret du 7 novembre, que tous les ministères et tous les programmes ont été amenés à utiliser le logiciel Chorus, projet interministériel lancé par l'État en avril 2007, Mordac 2012. Cette application a rendu possible de tenir les 3 comptabilités prévues par la LOLF. Comptabilité budgétaire, comptabilité générale et comptabilité d'analyse des coûts. Partagée entre tous les acteurs de la chaîne financière, ordonnateurs, comptables, autorités chargées du contrôle financier, Chorus a permis d'assurer l'ensemble du processus budgétaire de façon cohérente d'un bout à l'autre de la chaîne, de la loi de finances votée par le Parlement jusqu'au paiement aux fournisseurs et de la programmation jusqu'au bilan. À ce titre, les nouvelles fonctionnalités de programmation ont facilité le travail des gestionnaires, en aidant ces derniers à piloter leurs crédits. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.